Bonjour et bienvenue dans Smart Stories. Au sommaire, ce dimanche, on parle du boom des locations de vacances cet été. Covid oblige, les Français se sont rués sur les maisons de famille en France, mais aussi à l'étranger. Bilan des courses avec Charles-Édouard Girard, fondateur et président de Home Exchange. Chiara De Andréis nous parlera, elle, de deux entrepreneurs qui révolutionnent la rentrée des étudiants. Et puis en deuxième partie d'émission, Marie Semelin, journaliste sur Louis Média, chez Louis Média, répondra à cette question cruciale: comment devenir un fainéant efficace au travail? On a hâte de le savoir. Et puis on terminera par une entreprise qui, vous le verrez, a eu l'idée audacieuse de faire pousser un légume dans des carrières souterraines. Il est aujourd'hui béni de ses actionnaires. Smart Stories, c'est parti. Charles-Édouard Girard, cofondateur de Home Exchange, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Chiara De Andréis, bonjour. Bonjour. Les petits cracks, on est ravis de vous retrouver. Alors, on va rester en France cette semaine, c'est la première fois d'ailleurs, mais vous avez voulu nous parler d'une initiative étonnante qui a été lancée par deux entrepreneurs français. Cette fois, c'est pas une entreprise, c'est un ouvrage. Racontez-nous cette histoire. C'est justement me retrouvant face à la quantité de papiers administratifs que je devais remplir pour la rentrée. En tant qu'étudiante? En tant qu'étudiante, évidemment, parce que je suis encore étudiante, que j'ai découvert cette pépite, un business model vraiment simple, mais déjà gagnant, puisqu'en réalité, en fait, ce n'est pas une application ou un site internet, mais l'aventure de deux étudiants, Joseph Reinhardt et Arthur Press, qui se sont attaqués à un business beaucoup plus élémentaire, celui du livre, et plus précisément du livre papier, et qui ont écrit Ras-le-bol, un kit de survie de l'étudiant, et justement qui ne s'est jamais retrouvé ici à devoir chercher un énième numéro de sécurité sociale ou paniquer à l'idée de devoir remplir un nouveau formulaire d'inscription. Ils ont justement voulu mettre fin à cette escape game de l'administratif en écrivant ce livre qui donc s'appelle Ras-le-bol. Vous l'avez dit. Alors, à l'heure du numérique, du tout numérique, c'est étonnant parce que du coup, ils se rabattent sur un ouvrage papier, comme vous l'avez dit. Comment rendre un tel ouvrage rentable? Alors, leur histoire est très simple, en fait, comme leur business. Ils se sont rendus compte un jour où ils devaient refaire leur passeport, qu'il y avait énormément d'astuces pour simplifier toutes ces tâches administratives et qu'on ne les connaissait pas. Et justement, ils ont financé l'intégralité de leur programme grâce à une cagnotte participative sur Ulule. Et donc, leur projet était déjà rentable. En moins de 24 heures, déjà plus de 10 000 personnes avaient participé à cette cagnotte et ils ont multiplié en à peine un mois fois 3 leurs objectifs de précommande. Et donc, en fait, le financement finalement de leur projet a été la partie la plus simple dans leur business. Et ça a simplifié votre rentrée. On en est ravis. Merci beaucoup, Chiara. Vous restez avec nous, évidemment, pour cette interview avec vous, Charles-Édouard Girard. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Home Exchange, le leader mondial de l'échange de maisons, 70% de parts de marché, grâce ou à cause du rachat de vos concurrents, qui sont... Alors, maintenant, il y a moins de concurrents. Il y a moins de concurrents, mais alors, ceux que vous avez rachetés, en deux mots. Historiquement, on s'appelait Guest to Guest en 2011. On s'est créé. Alors, donc ça, c'est la société qu'on a créée avec mon associé Emmanuel Arnaud. Et on a racheté donc Home for Home, on a racheté tellement d'autres que... Et principalement, on a racheté notre concurrent américain qui était le plus gros, qui s'appelait donc Home Exchange aux États-Unis et qui s'appelait Troc Maison en France. Et nous, on s'appelait initialement Troc Maison. Et donc, une présence, j'allais le dire, dans 187 pays aujourd'hui, 400 000 maisons dans le monde, dont 200 000 en France. Vous arrivez à point nommé à la fin de cet été. Comment est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que c'est un été extraordinaire, flamboyant? Dans quelle proportion le marché de l'échange de maisons a profité du Covid? Alors, si vous me permettez juste en deux mots de rappeler comment marche l'échange de maisons. Donc, c'est tout simple à la base, c'est ce qu'on appelle un échange réciproque. C'était ça historiquement, c'est je viens chez vous pendant que vous venez chez moi. Et on a en 2011 créé une facilité, c'est-à-dire qu'on a créé deux innovations qui étaient le système de points qui permettait de venir chez vous, de vous donner des points pour que vous alliez chez une autre personne. Et ça a largement permis cette croissance qui nous a permis ensuite de racheter nos concurrents. Voilà. Et la deuxième innovation, c'était le business model, c'est-à-dire c'était pour éviter que les gens aient à payer dès le départ, ce qui était le cas de Troc Maison ou de Home Exchange. Vous payez dès le départ, et on permettait une chose. Donc de payer un abonnement. De payer un abonnement dès le départ. On permettait à la personne d'organiser son premier échange et de ne le payer que lorsqu'il avait organisé cet échange. Voilà. Alors pour répondre à votre question, je vais juste rappeler, parce que de temps en temps, on doute de comment ça fonctionne. Alors pour nous, ça a été évidemment quand le confinement a été annoncé. Alors ce qui se passe, c'est comme on est dans beaucoup de pays, ça ne s'est pas fait de la même façon dans tous les pays. En France particulièrement, on a été comme toutes les entreprises du tourisme, très sensibles au confinement. On ne peut plus bouger, donc évidemment,
quand on ne bouge pas, on ne voyage pas. Et donc on s'est retrouvé, donc tous les échanges ont été annulés. Donc il y a eu une gestion de crise très importante parce qu'il a fallu traiter ces cas-là. Donc ce qu'on a plutôt bien fait, c'est que comme nous, il n'y a pas de transfert d'argent, ce qui est très important dans l'échange de maison, on n'a pas eu à rembourser les personnes, ce qui a été une des grandes difficultés de tous les autres acteurs, que ce soit la location. Vous avez loué, on vous dit que votre location est annulée, vous voulez votre argent en retour. Là, ce qu'on a fait, c'est que les systèmes de points nous a permis de laisser les points à la personne qui avait pris, qui était l'invité, et de les laisser à l'autre. Donc ça a fait que tout s'est très bien passé pendant cette période. Et ensuite, on a bénéficié d'une chose, c'est que globalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ont un peu peur économiquement. Donc nous, on répond à cette demande. Premier cas, on est très économique, puisque vous économisez toute la partie qui est liée au logement. La deuxième chose, c'est que les gens ont un peu peur, le côté un petit peu sanitaire, tout ce qui était autour. Et nous, on vous propose une sorte de cocon, puisque vous allez vous retrouver dans un endroit. Voilà. Alors, on va en reparler, parce qu'il faut quand même que les conditions sanitaires soient parfaitement respectées. Est-ce que vous avez mis en place des systèmes de nettoyage qui correspondent aux normes sanitaires? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'inverse de la location, quand vous êtes dans une location, les locations s'enchaînent. Donc vous avez une logique qui est un petit peu différente. Vous êtes une famille, vous allez recevoir chez vous. A priori, ce qui est très sain, c'est que les gens discutent entre eux. Ils vont quand même partager entre eux pour savoir si vous avez eu la Covid, vous allez quand même en parler. Voilà. Mais globalement, c'est les personnes qui vont nettoyer. Et nous, ce qu'on conseille dans ces types d'échanges, c'est quand vous arrivez, vous êtes chez vous, mais attendez un tout petit peu, nettoyez-vous ce qui vous inquiète, parce qu'on a un rapport différent à la Covid. Alors, je reviens quand même à ma question initiale. Comment s'est passé cet été? Est-ce qu'on peut parler d'explosion pour Home Exchange, ou au contraire de gestion? C'est vrai que vous n'avez pas ou au contraire de gestion, de gestion, d'annulation de Canadiens qui voulaient échanger avec les Français, etc. Non, alors nous, le bilan il est globalement positif. Il est extrêmement positif. Est-ce que vous avez une hausse, alors que la majorité des acteurs se plaignent, une hausse de votre chiffre d'affaires sur cet été? Alors sur la France, et c'est un peu moins vrai sur les États-Unis, mais sur la France, on a une très forte hausse. Les échanges ont été multipliés par 5, le nombre d'abonnés... Échanges multipliés par 5. Voilà. Qu'est-ce que ça a comme impact sur votre chiffre d'affaires? Alors les échanges, nous c'est indirect, puisque maintenant on n'a plus qu'un abonnement, qui est un abonnement annuel. Mais en fait, quand vous faites un échange, sur la partie des gens qui commencent, ils vont payer un abonnement. D'accord, donc là j'ai vu 20 000 nouveaux membres depuis mai. Ça Exactement. veut dire que c'est 20 000 nouvelles personnes qui ont payé un abonnement. Exactement, tout à fait. Et voilà. Et donc en fait, nous, c'est comme ça qu'on gagne notre vie, c'est avec l'abonnement. Ce qui est beaucoup plus élevé, 20 000 nouveaux membres, que ce que vous avez habituellement. Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, en réponse, j'allais vous le dire à ce moment-là, j'avais mon discours, donc j'étais prêt à le dire à ce moment-là, c'est que c'est vrai que c'est des conditions assez favorables pour l'échange de maison, dans le sens où vous allez vous retrouver, donc le dernier point, c'était local, et donc tous ces phénomènes étaient là pour vous aider, pour nous aider à encourager les gens à le faire. Donc ils ont eu deux choix. Les hôtels, ils avaient un petit peu peur. La location, par rapport à nous, c'est plus cher, et donc on a bénéficié de ça. C'est horrible de dire qu'on peut bénéficier d'une maladie, mais on a bénéficié du fait que les gens cherchaient exactement ce qu'on propose, c'est-à-dire quelque chose de très local, très sympathique, très humain, voilà, quelque chose de pas cher du tout, voilà, et quelque chose d'assez sécurisé. On voit d'autres acteurs concurrents beaucoup plus petits que vous, évidemment, mais Mikasa et Stokasa, par exemple, qui nouent des partenariats avec des partenaires. Est-ce que vous avez fait un peu évoluer votre modèle, justement, avec ce qui s'est passé cet été? Pendant la crise, non. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est d'être très concentré sur, pour moi, qui est le plus important, c'est qu'on est un site qui est quand même très communautaire, avec beaucoup d'humains dedans. Oui. Et donc, il a fallu traiter tous ces cas humains. Donc, comme vous l'avez dit, il y a quand même énormément d'échanges qui ont été annulés. Et donc, il a fallu traiter la personne qui avait réservé son avion pour aller du Canada jusqu'à la France, qui ne pouvait pas partir. Il a fallu traiter tous ces différents cas, et donc on s'est focalisé sur ça, c'était le premier point. Et deuxièmement, nous, on était aussi très focalisés sur notre entreprise, parce que pour nous, ce qui est très important, c'est que les gens puissent vivre, et 80 ou 90% des entreprises du tourisme ont mis tout le monde au chômage partiel. Nous, on ne voulait pas ça. On voulait que donc tout le monde... pas touché. On n'a pas touché à ça. On voulait tout simplement que tout le monde puisse continuer à travailler et bien préparer cette rentrée. Donc, en revanche, on a travaillé de façon très agile pour pouvoir produire régulièrement quelque chose pour que nos clients le voient et que quand ça redémarrerait, on soit totalement prêt. Et les échanges de maisons en France ont été plus importants que les échanges internationaux? Pas tellement, finalement. Alors, historiquement, les Français, c'est marrant parce qu'on est assez proche de la population française. En moyenne, les Français voyagent à 60%, ils voyagent en France, historiquement. Ensuite, 20%, ils vont voyager autour. Et après, à 100%, ils voyagent dans le monde entier. Donc nous, on respecte à peu près ça. Mais, et donc l'échange de maison, c'est comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est quand les gens ont vu qu'ils ne pouvaient plus voyager à l'étranger, au lieu d'être à 50-60%, aujourd'hui, c'est plutôt 90% des échanges qui ont eu lieu
de la France à la France et un tout petit peu autour. Voilà. Ça paraît assez logique. Est-ce que les envies des vacanciers, est-ce que vous avez senti de nouvelles envies apparaître? Alors, ce qu'on a vu surtout, c'est qu'il y avait des désenvies, pour pas utiliser un néologisme, c'est Paris. Évidemment, Paris, c'était la ville la plus visitée au monde. Dans l'échange de maisons, c'est pareil. Et on s'est retrouvé avec quasiment plus d'échanges à Paris. Donc, ça a un peu changé un petit peu les logiques. Et surtout, on a vu apparaître des zones qui étaient moins visibles apparemment. C'était l'Auvergne, par exemple, qui a été la région la plus visitée, la plus échangée cet été. Et ensuite, la Bretagne, qui était toujours bien placée. Mais en général, on avait plutôt PACA et l'Occitanie. Et là, ils sont arrivés un petit peu après. Peut-être que les gens ont eu un peu peur, et c'est ce qu'on a ressenti dans le contact avec nos clients, ont eu un petit peu peur de se retrouver dans des zones très, très, très touristiques et un tourisme un peu poussé. Et peut-être qu'ils ont imaginé, c'est sans doute le cas, qu'en Bretagne, ça serait un peu plus calme et dans l'Auvergne, ça serait un peu plus calme. La confiance, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre et on voit de nouveaux sites émerger. Alors, on a parlé de Mikasa Estukasa, mais il y a également Jean de Confiance. Vous êtes aujourd'hui le site numéro 1. Vous augmentez le nombre de maisons. Vous êtes finalement un paquebot. Vous êtes devenu un paquebot. Comment est-ce que vous réussissez à rassurer les gens alors que vous êtes ultra puissant? Parce que les gens ne cherchent pas forcément le côté mastodonte, mais justement la petite niche aujourd'hui. Alors, en fait, ce qu'ils cherchent dans le tourisme pur, on le sait, je pense que vous avez eu les gens d'Evaneos, en fait, on sait qu'ils ne cherchent plus un tourisme de masse. Ils ne veulent plus cette énorme chose où vous vous retrouvez à tel endroit. Ils cherchent plutôt ce qu'on appelle le slow tourisme, c'est-à-dire plutôt un tourisme où on va éviter de faire 10 visites par jour. Voilà. Et enfin, ils cherchent plutôt un tourisme un peu responsable, c'est-à-dire qu'ils vont éviter d'aller prendre des avions dans tous les sens. Et là-dessus, on répond pas mal à ça. Et sur la confiance, en fait, ce qui est très important, c'est nous, on se base sur 2 points. Déjà, c'est extrêmement sécurisé, il n'y a jamais de problème, parce qu'en fait, comme ce n'est pas basé sur l'argent, il n'y a pas d'arnaque. Vous voyez, quand vous êtes basé sur l'argent, vous louez quelque chose, la personne qui vous loue va vouloir vous le louer, il va vous le présenter de sa meilleure façon. Il peut y avoir une arnaque avec quelqu'un qui arrive chez vous et qui, en fait, n'a pas voulu échanger et est juste venu... écoutez, non, parce qu'en fait, avant, vous l'avez... Ça m'est arrivé. C'est vrai? Ah, bon, sur notre site, c'est ça, c'est la malchance de tomber sur la personne. On peut avoir des gens qui font des faux échanges de maisons et qui veulent juste récupérer votre bien, votre appartement à Paris, pendant qu'ils vous inventent une maison à l'autre bout du monde. Comment est-ce que vous faites justement? Alors, pour protéger de ça, c'est très important, et ça, on a mis en place ça, à la différence de ce qu'il y avait sur Troc Maison, c'est que maintenant, on a ce qu'on appelle un système de vérification et des maisons et des personnes. Okay. Voilà. C'est pour ça que, je vous avoue, moi, je ne connaissais pas votre cas, je suis vraiment désolé, mais ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais eu ce genre de cas. Pourquoi? Parce que, historiquement, vous allez quand même discuter, et ça, c'était le deuxième point, c'est que la confiance c'est pas une carte bleue qui vous paye, qui va vous dire je réserve à telle date, c'est que vous allez avoir un contact avec la personne. Et donc, si vous avez vérifié, donc les gens et après vous avez un système de notation, voilà. Et enfin, s'il se passe quelque chose, parce que c'est assez familial, il y a des enfants où on peut nous-mêmes casser. Moi, ça m'arrive. Malheureusement, je suis un peu maladroit, ça m'arrive régulièrement. J'ai pas encore cassé le micro, mais j'aurais pu le faire. Et il y a un système assurantiel qui permet de prendre en charge quand vous avez ce genre de problème. Et ce qui se passe, c'est que la totalité des choses, il y a très très peu de sinistralité. Et la sinistralité est liée juste, je vous dis, à des petits accidents. On a eu un enfant qui a tapé dans un ballon et qui a cassé une vitre. Ça, c'est pris en charge par l'assurance. Ça arrive, c'est la vie et on est content de le prendre en charge. Dernière question, l'expérience est aujourd'hui primordiale dans le secteur du tourisme. Airbnb s'y est mis. Qu'est-ce que vous attendez? Alors nous, on a fait ce qu'on aimerait arriver à proposer, et on le propose aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que nos membres, aujourd'hui, quand ils vous accueillent, et c'est ça qui fait la grande différence avec tout le reste, c'est qu'en général, ils créent un livret d'accueil dans lequel ils mettent tous les bons plans. Et ils ne vont pas vous donner les bons plans que tout le monde va voir, parce que quand vous arrivez, je prends Paris, vous n'allez pas expliquer aux gens qu'il faut qu'ils aillent visiter la Tour Eiffel ou le Louvre. Ça, ils le savent déjà. Par contre, dans votre quartier, des endroits, les bons restaurants, les choses, c'est eux qui le proposent. Voilà. Et donc, on a commencé une initiative qui est de récupérer toutes ces informations pour pouvoir. Mais la difficulté qu'on a, comme beaucoup d'acteurs, c'est que soit vous en faites quelque chose de personnel, donc vous allez le transmettre, soit vous voulez le rendre public, et dans ce cas-là, vous le galvaudez un peu, et ça devient moins intéressant, parce que tout le monde va vouloir aller. Et donc aujourd'hui, on est un peu partagé entre est-ce qu'on partage avec tous les autres, tous les invités, ces bonnes adresses, ces bonnes choses, ou est-ce qu'on ne le partage qu'avec les gens quand ils vous reçoivent. Voilà. Et on en est dans ce modèle-là, et je pense que c'est vers ça qu'on va aller, quelque chose qui est un petit peu plus localisé que juste une ouverture, comme pourrait le faire TripAdvisor ou Airbnb. Merci beaucoup Charles-Édouard Girard. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Home Exchange. Merci Chiara De Andris. On se retrouve la semaine prochaine. Vous restez avec nous. On se demande tout de suite comment réussir à être fainéant tout en étant efficace dans son travail. C'est tout de suite dans Smart Stories.
Jürgen Ungerisser, est-ce que je l'ai bien prononcé? Super. C'est parfait. Vous êtes le PDG, le fondateur de Pleurette, une start-up de la food tech qui est amoureuse des champignons. Vous restez avec nous. On va juste écouter la chronique de Marie Semelin aujourd'hui. Marie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes donc journaliste, animatrice du podcast Travail en cours sur la plateforme de podcast Louis Média. Et cette semaine, dans votre podcast, vous nous parlez organisation du travail et surtout, vous essayez de répondre à une question fondamentale, en tout cas à mes yeux, comment devenir un fainéant efficace. Donc c'est surprenant, c'est intriguant. Est-ce que vous avez la réponse? On a essayé d'y répondre, oui. En fait, c'est une expression qu'une des intervenantes du podcast a utilisée et qui m'a beaucoup parlé, que j'ai trouvé assez chouette. On a découvert plusieurs méthodes. Ma préférée, si je peux vous en parler, c'est la méthode Pomodoro, comme le petit minuteur de tomates qu'on a dans les cuisines. En fait, on fait par exemple 25 minutes sur une tâche, 5 minutes de pause, 25 minutes sur une tâche, 5 minutes de pause. Ça peut être 40 minutes, ça peut être 15 minutes, peu importe. L'idée, en fait, c'est de pouvoir se concentrer à fond sur ce qu'on est en train de faire et de déléguer à notre téléphone portable, à notre minuteur, à ce qu'on veut, la charge de regarder la montre. Alors, moi, j'ai trouvé ça super et c'est comme ça, c'est en travaillant de cette manière-là que j'ai construit ce podcast parce qu'en fait, on a l'esprit libre, on peut se concentrer à fond et ça marche super bien. La question, c'est de savoir pourquoi on veut toujours s'organiser, enfin, en tout cas, une certaine frange de la population. Oui, en fait, parce qu'on cherche toujours à être ultra organisé. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est si j'ai envie de m'organiser pour bien commencer cette rentrée, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire avec ces heures que je vais potentiellement dégager? Gagner en efficacité. Oui, mais est-ce que c'est des heures libérées que je vais utiliser pour dormir plus, passer du temps avec mes proches, apprendre la musique, la menuiserie, n'importe quoi? Parce que si notre motivation est un petit peu bancale, peut-être qu'en termes de bonnes résolutions, on sera un petit peu moins solide. Une des raisons pour lesquelles on peut vouloir s'organiser, ça peut être simplement, entre guillemets, vouloir se débarrasser de ce sentiment de multitasking. Vous savez qu'on a peut-être un peu tous, maintenant, on fait 8 choses à la fois. Il y a des tâches qui nous gratouillent le cerveau en permanence, y compris le week-end et tout ça. En fait, ça nous explique le docteur en sciences cognitives qu'on a aussi interviewé pour ce podcast. C'est lié au fait qu'aujourd'hui, le monde du travail demande à notre cerveau des choses qui ne sont pas à sa portée. Et c'est dommage parce que le cerveau est un outil absolument incroyable, mais il dit qu'il ne faut pas traiter le cerveau comme un ordinateur. Donc, il faut repenser totalement notre organisation du travail. Et certains des obstacles à cette réorganisation, ce sont des biais culturels. Par exemple, le fait qu'en France, on ait tendance à lier la productivité au volume d'heures de travail. Donc, d'où le problème du présentéisme. En fait, il n'y a pas de lien du tout entre le nombre d'heures qu'on va passer à travailler et notre efficacité. Évidemment. On le sait tous. Merci beaucoup Marie Semelin pour cette chronique. Vous restez avec nous. Est-ce que vous aimez les champignons? J'adore. Bon, alors on va parler champignons avec vous. Je ne reprononce pas votre nom, mais vous êtes le patron et le fondateur de Pleurette, une start-up de la food tech. Pleurette, c'est une champignonnaire éco-biologique. Vous produisez diverses variétés de champignons. Vous vendez aussi des kits à champignons à faire pousser et puis des produits à base de ce végétal. Le marché du champignon, il est devenu si vertigineux que ça? En tout cas, tout le monde en parle aujourd'hui. On voit de plus en plus d'acteurs et d'innovations à base de champignons. Pourquoi? Et on nous prédit un avenir parce que c'est une matière merveilleuse, c'est vraiment excellent au niveau du goût pour la planète et pour la santé. Et en fait, on ne connaît pas bien le champignon. Jusque-là, on connaissait le champignon pour ce qu'il n'avait pas. Ça veut dire de la graisse et du sel. Donc c'est bon à manger pour les régimes et compagnie, sauf qu'on a découvert qu'il est vraiment sain. Par exemple, il est riche en fibres et il est source de vitamines. Et en plus, ce qu'on a pu exploiter, en fait, la révolution champignon, c'est un mouvement que Pleurette elle lance. C'est même devenu le nom de l'entreprise. On vous l'annonce aujourd'hui pour la première fois. Vraiment, la révolution champignon, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle exploite en fait les vertus inexplorées du champignon. Et on est en fait les précurseurs dans ce développement. Donc le champignon, en fait, il a aussi d'autres qualités qui sont, par exemple, d'offrir une mâche ferme et moelleuse. Et ça, on ne le savait pas. Jusque-là, les personnes avaient des doutes sur la mâche. En fait, nous, on a utilisé le champignon et on l'a mis dans des produits tels que des boulettes à base de champignons. Et on a vraiment une mâche qui donne du plaisir gustatif. Et donc, la deuxième caractéristique, c'est qu'en fait, les produits à base de champignons, ceux qu'on développe en tout cas, sont aussi gourmands. Et finalement, ce qu'on veut faire aussi, c'est travailler pour le futur de notre planète. En économie circulaire, c'est avoir une activité durable. On va en reparler. Je voudrais qu'on commence par le début. Ce qui est intéressant, c'est que vous produisez dans des lieux insolites, ultra originaux, notamment des carrières souterraines ou d'anciens containers maritimes. Pourquoi? Donc en fait, dans l'ombre en fait, dans la pénombre. Ces champignons-là se font dans la lumière, mais on ajoute de la lumière où on l'a fait arriver. Donc comment ça se passe concrètement? Ça se passe où et avec quel type de lumière?
Donc l'ADN de l'entreprise, c'est en fait d'avoir une activité qui soit innovante et durable. Le côté durable, c'est-à-dire on va réutiliser d'anciens lieux, soit qui ne servent plus, soit qu'on a oublié. Et en fait, les containers maritimes, ils ont fait leur dernier voyage sur la mer et on se dit, on pourrait les réutiliser pour notre côté durable. Et puis on pourrait aussi descendre en dessous des villes et se dire, tiens, il y a des lieux qu'on n'utilise plus aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas les exploiter? Donc là, concrètement, ils sont où ces containers et ces carrières souterraines? Alors, on est sur le marché d'intérêt national à Lomme, donc sur la région de Lille. Et on est aussi à Fâche-Tuménil où on descend à 12 mètres sous terre, en dessous de la ville, pour faire nos champignons, notamment donc des là, shiitakes. vos champignons, c'est quoi? C'est combien de kilos, de tonnes qui sont plantés et qui poussent en souterrain? Au total, sur l'année, on en est à 50 000 kilos de champignons, donc 50 tonnes de champignons qui 50 poussent. tonnes de champignons. Dont la majorité est avant tout le pleurote, qui est le pleurote le champignon le plus consommé après le champignon de Paris. Et ensuite vient le shiitake, qui fait à peu près 25% de nos productions. Comment est-ce que vous vous assurez que les conditions sanitaires soient bien respectées dans ces lieux originaux? Parce qu'on a de l'espace. Bon, les containers sont un peu restreints, mais une personne à la fois. De toute façon, dans le container, c'est pas fluide de cueillir à plusieurs et de charger à plusieurs. Et dans les souterrains, en fait, les souterrains sont très grands. On a quasiment 3 hectares en dessous de la terre. Donc c'est bien aéré, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis on respecte les distances. S'il y a un rapprochement, il y a le port du masque. Alors en tout cas, les investisseurs croient en votre produit puisque vous avez réussi à lever 2,5 millions d'euros en sortie de confinement auprès d'investisseurs privés de la région. Comment est-ce que vous les avez convaincus d'investir dans des champignons en sortie de confinement? Parce qu'ils ont goûté ce qu'on faisait et ils ont été bluffés. On nous l'a encore dit hier et avant-hier. Quand on mâche et qu'on goûte les produits qui sont goûtus et vraiment qui procurent du plaisir, au contraire de certains produits végétaux, parce qu'il y a des produits végétaux, quand on a regardé en fait le marché et qu'est-ce qui était disponible pour manger, il y en a qui nous régalent pas, il y en a d'autres qui sont pas forcément durables et il y en a d'autres qui sont pas forcément en faveur de notre santé. Et nous, on a regroupé les trois, donc on est la seule entreprise au monde à pratiquer le champignon comme on le fait. Avec ces 3 caractéristiques importantes, avoir des produits sains, durables et bons pour le palais. Alors justement, vous l'avez dit, les startups qui tirent leur épingle du jeu, aujourd'hui, ce sont celles qui contribuent à créer un monde plus juste, plus durable. Est-ce que vous avez le sentiment de participer à ce vaste mouvement? C'est vraiment ça. Nous, on ne voit que le futur à travers l'économie circulaire et la durabilité. Parce que s'il n'y a pas de demain, à quoi ça sert de travailler aujourd'hui? Finalement, on a des enfants qui vont arriver sur cette terre, donc il serait bien leur faire parvenir cette terre dans un bon état. Et ce qu'on ne sait pas non plus du champignon, on parle beaucoup de champignons, mais c'est normal, c'est notre focus, c'est qu'il y a des avantages environnementaux. Le champignon, en numéro 1, il ne pousse pas sur la terre. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de champs, et donc potentiellement, on ne doit pas enlever des forêts pour faire des champs. Premier avantage. Deuxième avantage, il pousse sur des résidus d'autres cycles de production. De la paille qui a déjà été utilisée, des poussières de bois qui sont des résidus de production. Et donc, on ne consomme pas de matières premières, on consomme que des matières secondaires qu'on recycle, en fait. Et quand on a cultivé le champignon, on a le substrat de champignon qui vient renourrir les sols. Donc, on a vraiment un cycle vertueux. Et nous, en plus de ça, on utilise le cœur de pleurote, qui est en fait une partie du champignon qui n'était pas valorisée. Et il y a 3 ans maintenant, on a voulu vendre la grappe complète de pleurote. Et en fait, les chefs ne savaient pas quoi faire avec et l'ont refusé. Ils ne savaient pas comment le cuisiner. On s'est dit, c'est trop dommage, c'est du bon champignon. C'est 20% de nos productions qui ne sont pas valorisées. En fait, on va le cuisiner. On a développé un savoir-faire culinaire qu'on pense, à notre humble avis, et nos recherches être les seuls au monde à le faire. Et c'est là que les investisseurs ont dit, OK, il y a vraiment un potentiel énorme et on est au début d'une aventure et il y a des gens spécialisés en France sur le sujet. L'économie circulaire, vous en parliez tout à l'heure. Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre modèle? C'est l'économie circulaire, c'est comment réutiliser des matières avec efficacité, comment arrêter de gaspiller et les réintégrer dans un cycle. Oui, alors justement, qu'est-ce que vous réutilisez, vous? Les containers? On réutilise les containers et notre dada, j'ai envie de dire, notre passion, c'est d'exploiter les parties du champignon que personne n'exploitait avant. Et en fait, c'est comme ça, on produit. Dans la production, il y a un reste. 20% des productions sont finalement le bulbe de pleurote sur lesquels poussent les chapeaux. Et ce bulbe-là, on l'utilise dans des nouveaux produits alimentaires tels que des bolognaises totalement végétales, des tartinables qui n'existaient pas avant et des super boulettes. Alors aujourd'hui, vous réalisez 80% de votre chiffre d'affaires sur des produits frais. Est-ce que ça veut dire que justement les kits de production, dont vous ne nous avez pas encore parlé, mais ça veut dire que ça ne fonctionne pas?
C'est-à-dire que les kits de champignons sont À faire vraiment pousser soi-même, hein, c'est ça? à faire pousser soi-même à la maison sur la petite fenêtre proche de sa poêle, nous permettent pas forcément de pérenniser une entreprise. Et nous, avoir une activité... Pourtant, il coûte très cher. Eh oui, mais c'est beaucoup de boulot à produire. Ouais. C'est... Donc, c'était une mauvaise idée. C'était une bonne idée, sauf que nous, on a intégré un modèle global. Et ce modèle global, c'est dire on va s'occuper du champignon frais, on va faire aussi des produits agroalimentaires, on va cuisiner des produits délicieux. Et en fait, on adresse toute la chaîne de valeur, du début jusqu'à la fin. Et donc, on a gardé les kits forcément, mais nous, quand on crée une entreprise en France, ce qu'on veut, c'est des emplois qui durent. Le côté durable, c'est aussi la durée des emplois. C'est pas qu'une activité écologique. Et engager quelqu'un quelques mois pour faire quelque chose, on trouve ça pas chouette. On veut grandir en fait avec les personnes toute l'année. Dernière question rapidement. Quel est votre regard sur l'agriculture urbaine aujourd'hui en France? Est-ce qu'elle est suffisamment exploitée ou non? Ben non. Non. Non, Pourquoi elle devrait être plus exploitée. On va dire que c'est un travail exigeant. Les personnes doivent chercher comment avoir leur viabilité commerciale et comment pérenniser leur entreprise. Et ça, c'est pas toujours évident. Mais si on peut s'adresser à des consommateurs de proximité, produire à proximité, et que le public entend que ça, c'est une voie d'avenir qui est nécessaire, on sait que Paris tient pas longtemps si les approvisionnements s'arrêtent. Donc il est temps dans les villes de mettre en place plus de production. Si cette alchimie entre le consommateur, les coûts de production, le travail qui est demandé et le prix, que les personnes soient d'accord de payer un vrai prix pour une vraie nourriture, se trouve, alors on a l'avenir dans l'agriculture urbaine. Merci beaucoup Jürgen Angerisser. Je rappelle que vous êtes le PDG et le fondateur de Pleurette. Marie Semelin, journaliste chez Louis Média. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour de nouvelles trajectoires originales d'entrepreneurs. À très vite.